l'heure dans ce studio, c'est l'heure du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal parlé. Tout de suite, les titres. Du côté de la maison justice, le débrayage continue. Les greffiers n'ont pas suspendu leur motion de grève dans ce journal. Les détails. Après son baccalauréat, il n'est pas facile de choisir sa filière universitaire, mais certains étudiants l'ont fait. Les raisons, vous les aurez dans cette édition. Et enfin au Sénégal, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, était de nouveau devant le procureur. Vous aurez des détails également dans cette édition. À nouveau, bonjour. La puberté précoce favorise l'expérience sexuelle et cette puberté précoce rend les jeunes filles expérimentées et elles s'adonnent rapidement à la chose sexuelle. Et la conséquence de cette situation est le phénomène de grossesse précoce. Pour ces jeunes gens, tout sexe confondu, la Saint-Valentin est souvent le moment où bon nombre parmi eux se livrent à l'acte sexuel. Face à cela, les conséquences sont désastreuses. Pour éviter que les jeunes adolescents de nos lycées et collèges ne sombrent pas très tôt dans cette besogne, la présidente de l'association La Vie est Belle, Stéphanie Montiofagbou, entame une tournée de sensibilisation au niveau de certains établissements scolaires de notre pays. Elle parle ici de l'angle qui sera abordé. L'angle sur lequel je vais peut-être dire que nous allons jouer, c'est notamment le nombre alarmant de grossesses dans nos collèges et lycées. On va se baser sur ces chiffres-là pour parler d'abord des causes, des conséquences et des approches de solutions. Parce que ça peut s'éviter. Et c'est à cela que nous allons nous atteler lors de cette édition-ci. Nous allons débuter le mercredi au lieu du jeudi parce que nous avons été appelés entre-temps par un collège à Savet pour venir intervenir parce que les dégâts là-bas sont vraiment colossaux. Il faille que nous allons là-bas pour causer avec nos jeunes frères et sœurs et discuter également de ces dégâts que cause la Saint-Valentin en milieu scolaire, tout en se basant sur une histoire vraie, mon histoire, ce que j'ai vécu, mon témoignage de vie. Se basant très souvent sur le fait qu'elles sont plus précoces et plus expérimentées que les jeunes garçons, nombreuses sont ces adolescentes-là qui jouent avec leur sexualité, et ceci au détriment de leur avenir. Mais qu'est-ce qui peut justifier cela? Élément de réponse avec la présidente de l'association La Vie est Belle. C'est peut-être par preuve de naïveté, parce que si vous ne savez pas, vous allez jouer, vous allez prendre le sexe comme un jeu, un jouet, faites ce que vous voulez avec. Quand vous ne connaissez pas les responsabilités qui sont liées au sexe, vous allez jouer avec. Donc il faut toujours discuter avec ces jeunes gens, il faut leur montrer les dégâts que ça peut poser. J'ai eu un vécu dont je me sers en fait. Tout est basé sur ce témoignage pour pouvoir toucher la sensibilité des élèves parce que chaque collège qu'on a fait quand on raconte l'histoire, je peux vous dire qu'on a pu récupérer beaucoup d'élèves parce qu'ils ont vu. Ils ont touché. On ne va pas raconter l'histoire de quelqu'un. Ce qu'elle a vécu, on peut l'éviter. Et même si ça nous arrivait, on peut s'en sortir. Il ne faut pas la rendre comme une fatalité. Des jeunes gens, aujourd'hui, qui sont enceintes et qui sont dans ces collèges-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Il faudrait aussi réfléchir à cela. Il faudrait surtout pas qu'elles abandonnent leurs études, parce que le mal est là. Elles ne peuvent pas abandonner leurs études, parce que si elles abandonnent leurs études, ça fait un manque à gagner pour la société. Concernant l'édition de cette année, Stéphanie Montiofagbou envisage de faire une sensibilisation axée sur les conséquences et l'acte sexuel chez les apprenants avec comme message. Le message, c'est que cela peut s'éviter. C'est de leur montrer que c'est possible d'éviter les grossesses en milieu scolaire. C'est possible de préserver sa sexualité. C'est possible de mieux gérer sa sexualité. Donc c'est sur ces aspects-là que nous allons beaucoup insister. C'est bon de les accuser, c'est bon de leur jeter de la pierre, mais s'ils n'ont pas la matière pour pouvoir éviter ces grossesses-là, on aura toujours des chiffres alarmants, année par année, mois par mois. Il faut que les élèves aient les outils nécessaires pour pouvoir éviter ces grossesses-là. Donc c'est sur ça que nous allons beaucoup jouer lors de cette causerie-ci. Qu'est-ce que vous attendez de la marraine? La marraine, c'est quand même Maître Marie-Lise Bédot, on la connaît pour son franc-parler. C'est justement pour ce franc-parler qu'on l'a choisi.
Pour parler à ces enfants-là, pour toucher à leur sensibilité, il faut être très ouvert. Il faut vraiment être très ouvert. Toucher les points qu'il faut. Vous savez, c'est une dame qui a l'habitude d'aller vraiment vers les élèves et de parler beaucoup. Et elle a dit, je les écoute beaucoup. Donc, elle connaît un peu leurs problèmes. Elle sait de quoi souffrent ces élèves-là. Donc, la personne la mieux placée pour parler solution, nous nous sommes dit, c'est Maître Marie-Élise Bédot. C'est pour cela qu'elle nous suit cette année-ci. Et c'est ce qu'elle va nous apporter, surtout. C'est pour cela qu'on l'a choisie. Le mouvement de grève se poursuit dans le secteur de la justice et pour cause, les greffiers n'ont toujours pas eu satisfaction à leurs revendications. Ces derniers exigent à travers leur syndicat l'injustice créée par l'autorité. Les greffiers exigent tout simplement l'abrogation pure et simple du décret du 4 août 2017 et de l'arrêté du 11 septembre 2017 concernant la reprise des nominations des greffiers en chef conformément au texte en vigueur. Je vous le disais en titre, chaque année, de nombreux élèves s'engagent dans les formations universitaires après l'obtention du premier diplôme universitaire conféré à la suite du baccalauréat. En effet, la plupart de ces jeunes bacheliers choisissent leur filière, est-ce par passion ou par ambition. Une équipe de la rédaction s'est rapprochée de certains étudiants rencontrés dans la ville de Cotonou pour en savoir un peu plus. Écoutons à ce propos le micro-trottoir réalisé par Chimène Guéguézo. Oui, ma spécialité c'est l'infographie. Bon, j'ai choisi l'infographie parce que depuis tout petit j'ai toujours été attiré par les animations, que ce soit les bandes dessinées, que ce soit les effets spéciaux que je vois souvent dans les films. Donc je me suis toujours demandé mais comment ça se fait. Je me suis toujours demandé comment ça se fait. Alors ma curiosité m'a poussé à faire certaines recherches personnelles. C'est ce qui a fait que j'ai décidé de plonger dans cette filière à Esaü. Je suis en première année de l'administration des finances. Normalement c'est pour faire l'impôt, pour pouvoir travailler dans les administrations de l'impôt. Je fais la première année à ESAE en administration générale parce que j'aime la diplomatie. En fait, ça découle du métier que je fais. Donc, à cause de ça, j'ai choisi l'administration générale. Je suis étudiante en première année de journalisme à ESAE. D'abord, je veux dire, c'est tout premièrement une passion pour moi de devenir journaliste. Mais après ça, être journaliste, c'est être informé d'abord et informer les autres. C'est ça. Si j'ai choisi le journalisme, c'est connaître à peu près les nouvelles, les informations, de partager avec les gens, informer ceux qui sont sous-informés et les aider à comprendre les réalités de la vie et du monde. Je suis en deuxième année administration territoriale et locale. Je suis en AGT parce que avant que je n'aie le bac, j'avais l'ambition de devenir un préfet. C'est mon souci ça, j'avais envie de devenir un préfet, c'est pourquoi après avoir eu le bac, je suis venu à ESAE en administration pour choisir la filière AGT, pour pouvoir réaliser mes rêves. Oui, je me suis inscrit en administration générale, je suis en première année à ESAE. Moi personnellement, c'est-à-dire compte tenu des tracasseries qu'on voit en administration selon les différentes administrations de l'État, c'est-à-dire pour essayer de corriger les insuffisances qui se trouvaient à ce niveau et apporter plus de solutions pour pouvoir améliorer l'administration béninoise. Je suis en administration générale à ESAE. J'ai choisi faire AG, simplement que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. C'est pas passion que je le fais. Le Clément Adéchian attache du prix à une formation de qualité dans son école. Le fondateur d'ESAE a rencontré dans la matinée d'hier les étudiants en journalisme de la 3e année. Il s'est enquéré de l'évolution des travaux pratiques de presse écrite, de télé et de radio. Tout semble aller bien malgré quelques dysfonctionnements. L'arrivée de la radio a bouleversé un peu le cours normal des travaux pratiques, a-t-il fait remarquer. Le patron des AE, dans une approche pédagogique, a encouragé ses étudiants aux travaux pratiques. Il entend proposer une nouvelle programmation des activités pour ces travaux pratiques plus bénéfiques à ses futurs journalistes. Des travaux pratiques qui doivent se poursuivre jusqu'au début mai. Date de départ en stage. Clément Adéchian s'est également réjoui de l'installation de la radio ESAE, une réjouissance visiblement partagée par les journalistes. Il entend, selon ses propos, faire de la radio ESAE une grande et véritable radio numérique qui soit écoutée partout dans le monde, à l'instar de RFI. Mais dans cette radio, cette radio, est un chef-d'œuvre qui
Le fondateur a répondu à quelques interrogations de ses poulains avant de les inviter pour finir à plus de courage et de détermination. C'était un compte rendu de Modeste Adani et de Antonia Dossa. Le Bénin est un pays qui compte plusieurs institutions et parmi celles-ci figure en bonne place le Conseil économique et social. Comme bien d'autres, cette institution est reconnue par la constitution de notre pays. Au niveau du Bénin, le Conseil économique et social joue un rôle aussi important que les autres, même si son avis au sujet de certaines décisions étatiques n'est que consultatif. Claude Balogun, conseiller au Conseil économique et social, parle de l'importance de cette institution. L'importance du Conseil économique et social. Si nous restons à Cotonou, tout simplement, nous allons mal interpréter l'importance de cette structure. Les maires à l'intérieur, les élus locaux à l'intérieur nous voient régulièrement. Mais malheureusement, le Conseil économique et social ne peut que donner des conseils. Le chef de l'État n'a pas une obligation d'exécuter ces conseils-là. Mais vous devez savoir que le Conseil économique et social est une institution comme les autres institutions de la République prévues dans la Constitution. Donc ce n'est pas une structure créée par un décret ici. C'est dans la Constitution de la République. Donc c'est d'abord ça. Mais ceux qui ont légiféré savaient quand même que dans une maison, il peut y avoir des crises. Aucune autre institution ne peut connaître et faire la médiation dans les crises. Je ne parle pas du médiateur de la République, qui n'est pas une institution constitutionnelle. Donc les autres institutions viennent juger, ou exécutent, ou légifèrent, mais ne font pas de la médiation. Dans quelle maison il n'y a pas quelqu'un qui au moins intervient pour dire ne faites pas ça? Donc le Conseil économique et social est la seule institution, lorsque ça va commencer à brûler, pourra réunir toutes les autres institutions pour dire on va parler. Justement parce que ça ne doit pas commencer par brûler avant qu'on intervienne tout le temps. Même si les différentes actions du Conseil économique et social sont très peu connues du public, le conseiller Claude Balogun explique que le Conseil économique et social joue le rôle de sapeur-pompier. Il énumère ici quelques actions sous-marines menées par le Conseil économique et social. Les élections passées, nous étions la présence du Conseil économique et social n'aurait pas pu le faire. Quand on savait qu'il y a une date butoir et que la structure de gestion des élections était bloquée et que le chef de l'État à l'époque qui avait un problème, et que le Conseil économique et social avait réuni toutes les parties et avait fait la médiation pour qu'on trouve une date intermédiaire, plein de choses qu'on a pu régler, la crise des étudiants. Entre le président Yahi Boni et les étudiants à l'époque, c'est le CS qui a réglé ça. Entre les syndicats et le gouvernement, c'est le CS qui avait réglé ça. Entre chambres de commerce, c'est le CS qui avait réglé ça. Mais malheureusement, on ne pouvait pas venir dehors pour dire nous avons réglé ci, nous avons réglé ça. Même le marché d'Antagba qui a brûlé, c'est nous qui avions coordonné la réflexion, tout ça là. Donc il y avait plein de choses qu'on arrive à faire, qu'on prévient, des conseils qu'on donne. Des conseils sont acceptés et d'autres ne sont pas acceptés. La 3e édition du Benin Fashion Week a connu son épilogue samedi dernier. C'était dans la salle Vivo du Benin Marina Hotel à Cotonou. Au cours de la soirée, plusieurs distinctions ont été faites. Parmi ces derniers, John Médard Sédoukou, directeur de l'association des créateurs de mode du Bénin. Au nom de l'agence et au nom de l'association des créateurs, je me permets de parler à l'un de nos derrière. Et au nom de l'association des agences et promoteurs de mode du Bénin, je te dis félicitations et merci. Je le dédie à toute l'association de la pompeuse qui est dans l'union et dans l'unité pour faire les grands choses. Merci beaucoup. Agrémenté par plusieurs programmes, le Festival international Benin Fashion Week 2018 a ouvert ses portes par le biais de son concours Jeunes Talents, un concours qui a mis en compétition plusieurs jeunes pétris d'ingéniosité et de savoir-faire dans plusieurs secteurs de mode. Nous allons passer à la catégorie stylisme. Le deuxième de la catégorie stylisme, c'est Naldo. Premier de la catégorie stylisme, c'est Calista. Alors, la catégorie des mannequins. Mannequin homme. Le deuxième, c'est Roland. Et le premier de la catégorie mannequin homme, c'est Karel. Les regards sont désormais tournés vers l'année prochaine pour la 4e édition. Quelques participants donnent ici leur impression au micro de Sabine Kikwade. Des accessoires de paille, sacs à dos. Ça va nous permettre de plus
montrer nos articles et valoriser notre marque et surtout le tissu africain. Le moteur de la marque aussi, qui fait les streetwear, la vie de jeu, en bague, la tissu africain. On a été très ravis de participer à cet événement. On a eu beaucoup de ventes et de le stand a été bien animé, la fête était vraiment bien. L'ambassadeur de Chine près le Bénin, Mi-Cheng-Wang Diao, a visité hier les palais royaux d'Abomey. Au cours de cette visite, il a annoncé la construction prochaine d'infrastructures et d'éclairage de la ville par des installations solaires photovoltaïques. C'est avec cette brève que nous mettons en terme à notre journal, mais avant de partir, le rappel des titres. Du côté de la maison justice, le débrayage continue et pour cause, les greffiers n'ont pas suspendu leur motion de grève. Après son baccalauréat, il n'est pas facile de choisir sa filière, mais certains étudiants l'ont fait, vous les avez suivis dans cette édition. La mise en onde est assurée par Salomon Sogbosipé. À la présentation, je suis Tatiana Handa. Restez toujours câblés ESAE FM. Excellente journée à vous sur 7h16 dans nos locaux et c'est l'heure de la page Afrique. La page Afrique. Bonjour Michel. Bonjour Tatiana. Et nous commençons cette page Afrique par le Sénégal. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Évidemment, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, et les collaborateurs sont soupçonnés de détournement de deniers publics. Et hier, lors de procès, le juge en charge de dossier a accepté dans un premier temps donner la parole à l'ancien maire. Khalifa Sall, c'est donc par la première fois que ce dernier s'exprime depuis sa détention en mars 2017. En prenant la parole, l'ancien maire a évoqué un procès politique destiné à briser la carrière. Les débats ont porté sur l'existence au nom de fonds politiques au sein de la mairie de la capitale sénégalaise. Du côté de l'Afrique du Sud, l'ANC convoque une réunion. Bien sûr, en Afrique du Sud, l'avenir de Jacob Zuma est de plus en plus incertain. Le président de la République a rencontré dimanche son soin l'exécutif de l'ANC, encore une fois en mission pour tenter de le convaincre de partir. Cependant, le président refuse toujours de partir du pouvoir. L'ANC a donc convoqué les cadres du parti pour une rencontre exceptionnelle ce lundi à Johannesburg. Devant le quartier général où se déroule la réunion, les pros et les anti-Zuma ont défilé toute la journée avec quelques tensions entre les deux camps. Nous quittons l'Afrique du Sud pour les Comores. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Évidemment, la cérémonie officielle d'ouverture des premières assises nationales des Comores s'est tenue lundi dernier dans un stade auquel l'accès était réservé aux personnes ayant reçu une invitation. Le président de ces assises, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, ainsi que celui de la Commission de l'océan Indien, mais aussi le président de la République se sont succédés au pupitre afin de rappeler l'importance de cet événement. On termine par un trafic d'êtres humains entre le Pakistan et la Libye. Encore la Libye. Bien sûr, la disparition de près de 90 migrants à large de la côte libyenne vendredi 2 février a mis en lumière l'existence d'une filière de trafic d'êtres humains entre le Pakistan et la Libye. En 2017, 3138 Pakistanais sont arrivés en Italie après avoir traversé la Méditerranée en provenance de la côte libyenne. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, ce nombre tend à s'amplifier. En janvier 2017, ils étaient 9 et en janvier 2018, ils étaient 240. Et ce sera tout pour la page Afrique de cette matinée. Bonjour, merci beaucoup Michel. Le sport. Tout le sport, c'est sur la voie de l'excellence. Il est déjà dans ce studio, il s'agit de Jonathan Adensi. Bonjour Jonathan. Bonjour Tatiana, bonjour à tous. Alors, nous commençons par un accord France-Afrique pour la différence de la Ligue 1 française.
Oui, la Ligue de football professionnel et Beansport, en charge de la distribution exclusive des droits audiovisuels de la Ligue française à l'international, ont conclu un accord majeur concernant la diffusion de la Ligue 1 en Afrique subsaharienne. L'accord porte sur une durée de 6 saisons à compter de la saison prochaine, c'est-à-dire jusqu'en 2024. L'objectif est d'assurer une large visibilité de la compétition et d'obtenir une augmentation significative des droits télévisuels, a précisé la LFP dans son communiqué de presse lundi dernier. Pour rappel, l'accord englobe également la diffusion de la Ligue 2 et de la Coupe de la Ligue. Les Bleus de Chelsea en plein doute. Là, nous sommes en première ligue anglaise. Bien sûr, pour la deuxième fois consécutive, Chelsea a été défait hier soir en première ligue. À 10-11, les joueurs d'Antonio Conte se sont lourdement inclinés 4-1 à Watford. L'exclusion de Bakayoko à la 25e minute a été le facteur clé de cette rencontre. Malgré l'égalisation d'Eden Hazard à un but partout, à un quart d'heure du coup de sifflet final, Chelsea a complètement sombré défensivement à 8 minutes de la fin en encaissant 3 buts. Avec ce nouveau revers, les Blues ne rassurent pas à quelques jours de recevoir le FC Barcelone en Ligue des Champions. Seul motif de satisfaction, Chelsea conserve la 4e place de la première ligue. Seedorf, nouvel entraîneur de Deportivo, nous sommes du côté de l'Espagne. Oui, comme annoncé en fin de journée hier, le néerlandais Clarence Seedorf prend les commandes de l'équipe espagnole du Deportivo La Corogne. Après un passage dans son ancien club de Milan, puis un détour en Chine, il rebondit en Espagne. Seedorf remplace au pied levé Cristobal Paralo, débarqué de son poste en raison de la demi-saison catastrophique qu'a réalisé la formation galicienne. L'ancien buteur des Pays-Bas tentera de redresser la pente d'une équipe 18e du championnat ibérique après 22 journées et à 3 points du premier non relégable. Nous terminons par une affaire de conflit. De quoi s'agit-il ? Il faudra attendre encore longtemps pour connaître le dénouement du conflit qui oppose les dirigeants de Lille et Marcelo Bielsa depuis maintenant plusieurs mois. Le tribunal du commerce de Lille a pris hier la décision de renvoyer l'audience entre les deux parties au 19 février prochain. Pour rappel, le technicien argentin conteste la raison de son renvoi du club lillois. Ses représentants ont d'ores et déjà annoncé leur volonté de demander la lumière sur son éjection depuis la mi-décembre. Voilà, mais avant de te laisser partir, Jonathan, qu'est-ce qui se passe du côté de Chelsea? C'est à croire que c'est Mourinho qui est leur porte-bonheur. Oui, bon, depuis le départ de Mourinho avec le titre l'année dernière avec Antonio Conte, Chelsea est depuis quelques mois un peu en difficulté. Or, il faut rappeler que d'ici le 13 février prochain, ils vont rencontrer Barcelone en Ligue des Champions et ce serait un match vital pour la suite de la saison puisque Chelsea est déjà largué au classement. Manchester City sera sans doute champion en fin de saison. Et pour Chelsea... Bah non, tu peux pas dire tout de go comme ça que Manchester City sera champion. Attends, il y a quand même United qui est derrière. Non, moi je suis pas d'accord. Oui, mais United est à 15 points. Bah oui, mais on sait pas. Au niveau du championnat anglais, tous les miracles sont permis. Hein. Oui, tant qu'on n'a pas dit, on n'a pas sifflé la dernière journée, tout le monde peut être champion. Oui, tout le monde peut être champion, mais moi personnellement, d'après mon analyse, je pense que Manchester City sera forcément champion parce que... C'est un citizen qui parle, quoi? Non, pas un citizen, mais un chroniqueur sportif. Je me base sur les statistiques pour tirer ma conclusion. Donc je pense que Chelsea devra tout faire pour se remettre à l'heure pour pouvoir être au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Sinon, Antonio Conte risque de payer le prix fort. De toutes les façons, je ne les vois pas battre le grand Barça. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, Tatiana. À présent, la revue des unes. La une des journaux. La revue des unes ce matin est présentée par Ulrich Kossi. Bonjour Ulrich. Bonjour Tatiana. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la sortie des Canards ce matin? Auditeurs et auditrices de Esaïe Radio, bonjour. On démarre la une des titres de ce mardi par le quotidien Le Matinal qui titre à sa manchette des avancées. La grève est restée en suspense. Le quotidien Le Béninois libéré, il titre à sa une le groupe Bolloré Epic Network Limited botté en touche. Le quotidien La Dépêche qui met à la manchette les FCBE reviennent. Du quotidien la Dépêche, passons à La Nation qui titre les retombées pour le Bénin. Le quotidien Nord-Sud titre à sa manchette le DGCAA sauté des cadres en sursis. À présent, le Bénin Info met comme titre une jeune fille humiliée par son père dans les réseaux sociaux pour avoir fait une blague plutôt sexuelle. Le quotidien La Nation titre à sa une pour une affaire d'acte de naissance falsifié, la mairie de Porto-Novo à nouveau éclaboussée.
Le quotidien La Nouvelle Tribune met à la manchette Bénin, le SG de la mairie de Porto-Novo présenté ce jour au procureur. C'est la fin de la une des titres de ce mardi. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Ulrich. Nous rappelons aux internautes et aux amis auditeurs qu'une plus détaillée vous sera livrée au niveau de 10 heures. À présent, l'instant invité. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est sur la matinale. La grève est une cessation concertée et collective d'activités en vue d'appuyer des revendications professionnelles et en vue de défendre les intérêts matériels et moraux d'une certaine catégorie de travailleurs. En tant que telle, la grève est un moyen essentiel de défense des intérêts des travailleurs. Elle a son assise à l'article 31 de la Constitution qui prévoit que l'État garantit le droit de grève. Mais les dispositions de ce même article prévoient in fine que les conditions de jouissance et d'exercice de ce droit de grève sont prévues et encadrées par le législateur. Il s'agit là d'un droit certes fondamental, mais d'un droit qui n'est pas intangible à partir du moment où il peut faire l'objet d'assouplissement et d'aménagement et d'exception de la part du législateur. C'est ainsi que le législateur a déjà pris en 2002 une loi portant conditions d'exercice du droit de grève en République du Bénin. Le champ d'application de cette loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002. Les dispositions de la présente loi s'appliquent au personnel civil de l'État et des collectivités territoriales ainsi qu'au personnel des établissements publics, semi-publics ou privés, à l'exception des agents à qui la loi interdit expressément l'exercice du droit de grève. Le législateur lui-même a prévu que le retrait du droit de grève fait partie des modalités d'aménagement de ce droit-là. On peut le restreindre, on peut le limiter et on peut le supprimer. Beaucoup de gens ne prennent pas en considération cette portion de phrase de l'article 2 de la loi portant droit de grève en République du Bénin. C'est sur cette base que le législateur, quelques années plus tôt, sous la présidence de son Excellence le président Yahi, on avait assisté au retrait de grève à des paramilitaires, en l'occurrence les douaniers. Oui, monsieur Monou, que pensez-vous du fait que le gouvernement Veil fait appel aux anciens magistrats? Ce n'est pas une pratique inédite. Je ne suis pas totalement dans l'économie de cette réforme pour en apprécier véritablement les tenants et les aboutissants. Il y a ce qu'on appelle ailleurs les magistrats honoraires, mais pour qu'on en vienne à solliciter des magistrats qui ont admis à faire valoir leur droit à la retraite, cela suppose qu'il y a non seulement un déficit qualitatif et quantitatif de magistrats expérimentés dans la fonction publique. Est-ce que c'est actuellement le cas? Vous comprendrez que je ne puisse pas opiner là-dessus, étant entendu que je n'ai pas les données qui ont commandé cette réforme-là. La justice béninoise est-elle à la croisée des chemins? La jouissance ou non du droit de grève, est-ce qu'elle renforce l'indépendance du pouvoir judiciaire? La grève est un moyen pour appuyer les revendications d'une certaine catégorie de travailleurs. Mais en tant que tel, je l'ai dit, la grève n'est pas intangible. Les magistrats constituent ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire et en tant que tel, ils sont un pilier essentiel de l'État et ils exercent même une fonction d'autorité au nom de l'État. C'est donc à la fois un service essentiel et stratégique. Sur cette base, on peut considérer qu'une cessation collective, concertée, de façon intempestive et prolongée est de nature à saper le fonctionnement régulier des organes de l'État. Et de ce point de vue, on peut penser à bon droit qu'il n'est pas illégitime d'encadrer, de supprimer le droit de grève aux magistrats. Bien entendu, il faudra envisager des garanties compensatoires pour qu'on n'aboutisse pas à un musellement de la langue et des voix dans la magistrature. Et je suis sûr que ces garanties compensatoires qui peuvent consister à des procédures arbitrales indépendantes qui permettraient quand même au troisième pouvoir de dire ce qui ne va pas quand il le faudra. La chronique du jour.
Oui, c'est l'instant chronique et la chronique du jour est une plume de Sandra Kfadei. Elle parle des microfinances. La microfinance appauvrit les femmes. Alors qu'elle est créée pour aider les femmes à s'autosuffire, elle accroît davantage le taux de pauvreté au Bénin. Depuis un certain moment, les entreprises de microfinance ont envahi le marché parce que ces patrons d'entreprises y trouvent leur compte. Cette mise à disposition de la microfinance aux couches les plus défavorisées constitue une innovation du gouvernement du changement. Mais comment ce projet pouvait-il aboutir si avant sa mise en application, une bonne formation n'est pas donnée pour orienter ces bonnes dames? Comment peut-on aboutir si le taux d'intérêt est très élevé et fait banalement la moitié du montant emprunté? Le crédit est la principale source de toute activité économique, mais lorsqu'il doit constituer un facteur d'échec, autant s'en priver. Nous avons connu des cas qui ont pris ces crédits et qui n'ont pas pu le rembourser, qui sont chaque fois harcelés par la police, et d'autres qui sont devenus plus fauchés qu'avant l'emprunt de ces crédits. C'est un couteau à double tranchant donc. Malgré les nombreux avantages que pourrait avoir la microfinance, on se demande si elle aide réellement les couches défavorisées. Les taux d'intérêt exigés ne sont-ils pas élevés? La population en bénéficie-t-elle réellement? Ces femmes qui sollicitent la microfinance arrivent-elles à en profiter et à améliorer leur situation? Voilà autant de questions que suscite la microfinance et qu'il faille y remédier pour améliorer les conditions de vie de la ménagère. Merci beaucoup Sandra Kfadei pour cette chronique. À présent, l'instant débat et le modérateur du débat est Jean-Luc Gadji. Il reçoit pour vous Sandra Kfadei et Emmanuel Odio. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à nouveau Tatiana, je vous retrouve sur le plateau de Tonique Matinale. Cette fois-ci c'est pour conduire l'instant décryptage de cette émission. Et pour l'exercice, je reçois deux confrères de la rédaction. Sandra Kfadei, bonjour. Bonjour Jean-Luc Gadji. Emmanuel Odio, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons tous ensemble écouté la chronique sous la plume de Sandra Kfadei. Ma toute première question, c'est pour vous, Emmanuel. La microfinance appauvrit les femmes, dit la chroniqueuse. Est-ce que vous êtes du même avis? Du tout pas. Je ne sais pas si mon micro marche. Oui, j'ai dit du tout pas, mais d'entrée de jeu, je voudrais d'abord dire bonjour aux amis auditeurs de SAE Radio, bonjour à Tati. Il faut dire de façon tout crue que la microfinance ou les microfinances appauvrissent les bénéficiaires ou les femmes, je pense du tout pas, parce que il va falloir donc se rapprocher véritablement de ces femmes qui bénéficient et de voir les avantages que ces femmes tirent de ces microfinances, histoire donc de pouvoir s'apaisantir et de se prononcer par rapport aux effets immédiats donc sur ces différentes femmes qui bénéficient de ces microfinances. D'entrée de jeu, quels sont les avantages qu'on peut quand même énumérer une ou deux rapidement pour planter le décor de ce débat? Eh bien oui, elle a eu le temps donc de parler de ces avantages, sauf qu'elle a mis l'interrogation elle a mis l'interrogation et s'est posé beaucoup de questions, et je crois que ces questions sont véritablement les bénéfices que tirent ces femmes de l'obtention de ces microfinances. Alors aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un certain engouement, des femmes ou des Béninois en général vers des structures et de microfinances. Je reste avec vous, Emmanuel Odio. Qu'est-ce qui peut quand même expliquer cet état de choses? Eh bien oui, vous savez, nous sommes dans un pays en développement, et quand nous parlons de pays en développement, les activités génératrices de sources de revenus, généralement, que ces femmes, auxquelles ces femmes s'adonnent, elles ont besoin des sous. Quand je parle de sous, je parle de l'argent frais pour pouvoir donc mener ces différentes activités. Vous comprenez avec moi que sans ces sous, elles ne peuvent pas mener à bien des activités génératrices de ressources de revenus qu'elles font, je peux m'exprimer ainsi. Donc il faut dire que obligatoirement elles doivent aller vers ces microfinances, ces structures qui donc distribuent ou qui octroient, je parlerai plutôt d'octroyer et de prêts à ces femmes pour pouvoir donc mener à bien leur activité.
Merci à vous, Emmanuel. Alors, Sandra, vous n'êtes pas du tout tendre envers ces structures et qui, il faut le reconnaître, pullulent les rues de Cotonou aujourd'hui. Vous êtes un peu dur avec les structures de microfinance, non? Oui, je suis dur et je pèse bien mes mots. La microfinance, depuis un moment, disons depuis 2007, ils ont envahi les rues du Bénin. Dans toutes les ruelles, on peut retrouver une agence plutôt de microfinance. Mais disons que c'est parce que, je l'ai dit dans ma chronique, il y a ces promoteurs d'entreprises de microfinance qui trouvent leur compte. Parce que vous allez remarquer que si vous vous renseignez, le taux d'intérêt est très élevé. Et s'il faut emprunter de l'argent aux bonnes dames pour entreprendre une activité, pour leur permettre d'être indépendantes, le taux d'intérêt ne doit pas être autant élevé. Est-ce qu'on va revenir d'abord sur les raisons qui justifient cette présence quand même remarquable de cette structure-là? Est-ce que c'est pas parce que le besoin se fait aussi sentir, les gens ont besoin de ce genre de structure de rapprochement pour pouvoir avoir accès aux ressources financières? On peut le dire, mais reconnaissons aussi que c'est parce qu'ils trouvent aussi leur compte. Parce que quand une activité est porteur de revenus, il y a un bon nombre de personnes qui veulent le faire pour pouvoir trouver aussi le retour, quoi. Vous comprenez? Alors, comment vous expliquez, vous parlez tout de même de la formation qu'on doit mettre, par exemple, les femmes, ces gens de femmes qui ont accès à ces ressources-là en formation. Vous voulez qu'on ramène des femmes de 50 ans, par exemple, à l'école, c'est ça? Non, une formation, ce n'est pas une école, même si c'est en quelque sorte une école. Mais quand vous voulez distribuer de l'argent ou bien octroyer de l'argent à des femmes pour leur permettre d'entreprendre une activité, je crois qu'il faut les instruire sur l'activité à mener. D'abord, pour entreprendre une activité, il faut d'abord regarder la zone. Qu'est-ce qui manque dans la zone? Nous avons eu des cas où les femmes ont pris l'argent, surtout au temps du gouvernement de changement. Ils ont pris l'argent dans leur village. Nous savons très bien qu'au village, très peu de personnes se lèvent le matin et vont acheter à manger. On préfère manger la pâte d'hier. Mais elles se lèvent tout le matin, préparent de la bouillie et toutes les femmes du village veulent vendre de la bouillie. Comment est-ce que cette activité peut... C'est donc à cause des microfinances que la vente de bouillie a pris certaines dimensions à Cotonou, c'est ça? Et nous avons aussi eu des cas où les hommes ont totalement laissé tomber leur devoir de foyer. C'est-à-dire? Parce que... les microfinances remplacent désormais... Non, les microfinances, ils se disent que comme les femmes ont déjà eu de l'argent, ils ont totalement laissé ce qu'ils doivent faire dans le foyer. Maintenant, c'est à la femme, le peu d'argent qu'elle a pris là, c'est à la femme d'acheter tous les provisions dans la chambre. Et c'est encore à la femme de payer la scolarité, tout ce que dans les microfinances. Bien sûr. Et puis, elle n'arrive plus à rembourser après. Alors, selon vous, les microfinances devraient servir à quoi? Avec les microfinances, normalement, les femmes pouvaient être très indépendantes. Parce que même quand tu commences une petite activité... Donc finalement, vous n'êtes pas contre le non, fait, je ne suis pas contre les microfinances? Non, je ne suis pas contre les microfinances, mais je dis qu'avant l'octroi de ces microfinances, il faut qu'il y ait une formation de base. Il faut nécessairement... Et ça va se faire de quel budget, la formation de base? Mais de quel budget est-ce qu'on voulait octroyer de l'argent à ces bonnes dames? On suppose qu'on veut octroyer par exemple 100 millions aux bonnes dames, on divise par 2 pour faire la formation d'abord. Non, la formation ne va pas prendre autant d'argent. Dites-nous. Non, la formation ne va pas prendre autant d'argent. Mais c'est que sans cette formation, il serait le but de la microfinance, de l'octroi de la microfinance aux couches les plus défavorisées ne sera pas atteint. Des femmes qui ont l'habitude de rester à la maison et qui ne savent pas entreprendre quelque chose, on leur remet de l'argent simplement comme ça et on dit allez vous débrouiller avec. Qu'est-ce qu'elles feront avec l'argent? Est-ce qu'elles savaient
quelle activité entreprendre. Ce n'est pas possible, c'est que le but ne sera pas atteint. Et ce serait de l'argent jeté sur le toit comme ça. Oui, Emmanuel, par rapport à la réaction de Sandra, que vous avez quelque chose à dire? Eh bien, j'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, il faut retenir que nos femmes, à qui je dois beaucoup de respect, elles n'ont pas besoin forcément d'aller à l'école du Blanc ou d'aller s'asseoir pour écouter ou se mettre en face donc de ces différentes formations dont elles parlent. Je pense que depuis toujours, nos femmes, bien sûr, elles savent comment il faut gérer l'économie. Même sans la formation à l'école. Eh ben oui, elles savent comment nos mamans ont géré comment. Et aujourd'hui, quand vous allez au grand marché de Topa, vous voyez. Là, on a dégapé tout le monde déjà, hein. Je refuse pas, mais rentrez dans la ville, vous allez voir les boutiques que ces femmes-là gèrent. Est-ce que c'est des femmes qui sont instruites véritablement? Non, non, non. Quand vous allez dans les zones reculées, il n'y a pas que Cotonou. Vous allez dans les villages reculés, vous allez comprendre que c'est des femmes qui gèrent l'économie de ces différentes. Donc, on n'a pas forcément besoin d'une quelconque formation. Du tout pas. Mais là où je pourrais être d'accord avec elle, c'est vrai, à un certain moment donné, il faut une conciliation. C'est essayer. Moi, j'aurais beaucoup plaidé au niveau donc du temps accordé par rapport au remboursement de ces crédits-là. Et elle parle quelque part du taux. C'est vrai que nous n'avons pas les statistiques. Elle n'a pas montré à travers sa chronique les taux pour que je puisse m'appesantir sur ces taux-là et de pouvoir gérer. Parce que la structure qui met son argent, elle ne fabrique pas de l'argent. Elle va chercher également de près quelque part, elle doit pouvoir rembourser. Donc il faut comprendre tout le système avant de pouvoir faire des diagnostics et de poser des jugements de valeur. Revenons sur tout de suite sur la notion du temps. Vous pensez que c'est trop court le temps qu'on les accorde pour rembourser ces microfinances? Ce que j'aurais pu déplorer, c'est la pression parfois qu'on met. Parce que l'argent, je crois qu'à un certain moment donné, il faut comprendre, lorsqu'on donne de l'argent à quelqu'un, il faut lui donner le temps également nécessaire de pouvoir mener son activité. Je prends un exemple. Lorsque je vais prendre des tissus à Lomé où là c'est trop encore, dans un village d'à côté je vais chercher les vivres et que je viens mettre, et à un certain moment donné la pression vient qu'il faut aller revendre. Il faut voir, quand vous faites cette tracasserie là, vous vendez à un prix qui véritablement n'est pas bénéfique pour vous. Vous faites faillite. Là le commerce il faut étudier le terrain, et c'est là où je peux peut-être me concilier avec elle, parce que ces structures-là également doivent voir dans ces différentes localités quel type d'activité ces femmes mènent et comment est-ce qu'on pourrait mettre l'argent à leur disposition. Mais dire que forcément la formation ou les structures taxent trop ces différentes femmes, moi j'aurais pu avoir les taux d'intérêt que ces structures-là imposent à ces différentes femmes bénéficiaires, que je pourrais poser de jugements de valeur sur ces différentes activités. Alors Emmanuel, tout de suite, qui étudie le terrain? C'est l'État ou ceux qui bénéficient de ces microfinances pour pouvoir exercer? Qui étudie le terrain entre les deux parties? Mais non, les deux parties font d'activités génératrices de sources de revenus. Les structures qui vont faire de prêts ailleurs dans certaines banques et qui viennent s'installer, ils ont besoin forcément de vivre, ils ont un personnel. Et donc, l'argent qu'ils envoient, ils doivent voir d'abord avec, puisqu'il y a des études de dossiers, ces femmes-là déposent généralement de dossiers avant de bénéficier de ces microfinances. On ne se lève pas du jour au lendemain, toutes les femmes ne peuvent pas se présenter pour dire je veux prendre de l'argent. Non, non, non. Et il y a des cautions, en dehors, je ne parle même pas des cautions, il y a des garanties parfois qu'on dépose. Et donc, ils ont besoin d'étudier, de voir ceux-là qui se présentent, celles qui se présentent pour bénéficier de l'argent avant d'aller s'installer sur le terrain. Est-ce que en retour elle peut pouvoir payer? Voilà autant de choses qu'il faut voir en amont. Toute autre question pour vous, Emmanuel, est-ce que les microfinances ne devraient pas permettre à dynamiser l'économie, à permettre par exemple à ceux qui n'ont pas accès aux banques, au système de bancarisation, d'avoir quand même de bénéficier de certaines ressources? Avant de terminer votre question, je pense que vous avez déjà répondu. Je la pose en fonction de la chronique que nous avons suivie, parce que la chroniqueuse a tendance là, a une certaine tendance à balayer du revers de la main tout ce qui se fait chez nous. C'est pas ce que moi j'ai compris, parce que pour elle, à travers sa chronique, ce que j'ai compris, heureusement, elle est là, elle estime que elle parle du taux d'intérêt
que ces structures imposent à ces femmes bénéficiaires. Et c'est là où elle n'est pas d'accord. Et elle pense aussi que les femmes n'ont pas bénéficié d'une formation, donc elle ne peut pas efficacement gérer les sous qu'on leur donne. Et donc, quant à l'importance ou au bénéfice ou à l'avantage que ces microfinances peuvent apporter à ces femmes-là, ce n'est plus discutable. Tout le monde sait que ces sous apportent beaucoup de choses à ces femmes ou à la couche défavorisée. Alors on s'entend. Sandra, les microfinances telles que c'est fait aujourd'hui, parce que ça reste une question d'actualité depuis les gouvernements précédents jusqu'au gouvernement actuel de la rupture, pour ne pas le nommer, est-ce que la manière dont on tient la politique des microfinances aujourd'hui au Bénin, quelle est votre lecture par rapport à ça? Est-ce que c'est la bonne manière? Merci Jean-Luc Kadi. Je vais commencer d'abord par répondre à Emmanuel Ojo. Je veux dire que les femmes, les bonnes dames à Tokpa, elles sont pour la majorité un peu instruites. Elles ne sont pas les bonnes dames de nos villages, encore que nos mamans avant n'entreprenaient pas d'activité. Elles sont des femmes au foyer. Maintenant, la microfinance est venue pour donner une autonomisation à la femme, permettre à la femme d'entreprendre quelque chose et d'être un tant soit peu indépendante. Quand vous dites que les femmes sont instruites à Tokpa, vous êtes descendu sur le terrain, vous avez contrôlé les diplômes? Bien sûr. Quand tu vas à Tokpa... Le niveau minimum à Tokpa, c'est quoi? Quand tu vas à Tokpa, ce ne sont pas des dames. Moi, je ne voudrais pas m'appesantir sur le cas de Tokpa. Moi, ma vieille au village, elle n'a jamais mis pied à l'école. Mais avec son akassa, son akpan, qu'on appelle communément chez nous, mais ça passe véritablement bien. Et il faut aller voir ces différentes zones-là. Et elles bénéficient des microfinances? Eh bien, au départ, je parlais même d'abord du statut de la femme avant l'arrivée de ces microfinances. C'est là où je parle de l'organisation de la société et de la gente féminine en matière de la gestion des ressources. Parce que c'est beaucoup. Est-ce que Cassandra est revenu quand même sur une réalité? Quand le chef de foyer, l'homme, je veux le nommer, n'a pas un boulot, n'a pas de travail, est-ce que quand sa femme réussit à avoir 50 000 francs par exemple de microfinance, il n'est pas tenté à utiliser pour assurer les besoins vitaux de la famille? C'est trop facile de le dire, hein, parce que c'est là où j'avais un peu un point conciliant avec ce qu'elle a dit, parce que moi je vis la réalité, il faut le dire. Ah oui? Quand on Votre femme a bénéficié des microcrédits, d'une structure de microfinance? Suivez plutôt un peu mon argumentaire, monsieur Jean-Luc, pour comprendre. Je suis journaliste, et si je suis journaliste, ça veut dire que j'effectue des opérations sur le terrain, des enquêtes sur le terrain pour pouvoir donc apprécier véritablement la justesse de la chose. Je dis, quand on se retrouve dans les zones rurales, habituellement, il n'y a pas des gens qui s'asseyent à la maison, qui ne font rien. Quand l'homme va au champ, par exemple, il prend les métayers. Je crois que quand la femme a de l'argent, on prend dans cet argent-là pour payer à ses métayers. Autre mesure, lorsque l'homme récolte des vivres au champ et que ça ne coûte pas encore, l'argent que ces femmes-là prennent, c'est là où je dis qu'elle part d'une réalité. On prend cet argent-là pour payer la scolarité des enfants. Mais en retour, l'homme paie encore cet argent-là à la femme. Donc ça se fait en symbiose. Mais l'objectif de l'argent perçu, ce n'était pas aller payer la scolarité des enfants. C'est là où je pourrais m'apaiser. Mais quand vous parlez de l'avantage, c'est des avantages que quand l'enfant est malade. Dans le foyer, actuellement, l'argent n'est pas disponible tout de suite. Cet argent-là, généralement, parfois, sert à amener l'enfant à l'hôpital pour sauver la vie de l'enfant. Sur Merci ce point, à vous, Emmanuel. Un dernier tour de table rapidement pour finir, parce que c'est dommage que un parti tire à sa fin. Sandra, quel devrait être le rôle de l'État dans la politique de microfinance? Le rôle de l'État dans la politique de la microfinance, l'État devrait essayer de faire une enquête pour voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Prendre connaissance avec les conditions de vie de ces femmes-là avant de leur octroyer quoi que ce soit. Ce qui se passe sur le terrain est connu dans notre coin reculé. Il faut aussi qu'ils donnent la possibilité à ces femmes-là, qu'ils leur donnent assez de temps et que le taux d'intérêt soit réduit. Parce que quand le temps est élargi, le taux d'intérêt aussi est élargi. Alors, l'État doit faire
un véritable travail dans ce domaine. Et puis, il faut souligner aussi que il ne suffit pas seulement d'octroyer de l'argent aux femmes pour pouvoir amortir le développement du Bénin. Il faut suivre ces femmes, ces bonnes dames-là, elles ont besoin de suivi pour pouvoir y arriver. Merci à vous, Sandra. Emmanuel, quel devrait être le rôle de l'État dans cette politique de microfinance? Je pense que l'État doit pouvoir jouer sa partition en contrôlant véritablement la crédibilité de ces différentes structures qui s'installent. C'est de ça qu'il s'agit. La question ICC c'est partie des microfinances devient un truc marquant qu'il ne faut pas oublier. Donc quand les gens vont vers ces structures-là qui n'ont pas d'autonomie, qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas assez de liquidité et qui jettent des petits sous et qui mettent la pression sur ces populations telles qu'elle a eu le temps de le souligner, là où je suis d'accord avec elle, je pense que ça ne pourrait pas marcher comme ça. Merci à vous, chers confrères. J'étais heureux de vous recevoir dans ce numéro de Tonique Matinale. Tatiana, ce sera tout pour le décryptage de ce jour. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Jean-Luc. 7h50 dans nos studios et c'est la fin du décryptage de la chronique de Sandra Fadei ce matin. Sandra qui avait en face d'elle Emmanuel Ojo et le modérateur c'était Jean-Luc Gadji. Mais avant de continuer, je vais demander à la cabine technique de nous rebalancer cette chronique, histoire de mettre fin à la deuxième partie de Tonique Matinale. La microfinance appauvrit les femmes. Alors qu'elle est créée pour aider les femmes à s'autosuffire, elle accroît davantage le taux de pauvreté au Bénin. Depuis un certain moment, les entreprises de microfinance ont envahi le marché parce que ces patrons d'entreprises y trouvent leur compte. Cette mise à disposition de la microfinance aux couches les plus défavorisées constitue une innovation du gouvernement du changement. Mais comment ce projet pouvait-il aboutir si avant sa mise en application, une bonne formation n'est pas donnée pour orienter ces bonnes dames? Comment peut-on aboutir si le taux d'intérêt est très élevé et fait banalement la moitié du montant emprunté? Le crédit est la principale source de toute activité économique, mais lorsqu'il doit constituer un facteur d'échec, autant s'en priver. Nous avons connu des cas qui ont pris ces crédits et qui n'ont pas pu le rembourser, qui sont chaque fois harcelés par la police, et d'autres qui sont devenus plus fauchés qu'avant l'emprunt de ces crédits. C'est un couteau à double tranchant donc. Malgré les nombreux avantages que pourrait avoir la microfinance, on se demande si elle aide réellement les couches défavorisées. Les taux d'intérêt exigés ne sont-ils pas élevés? La population en bénéficie-t-elle réellement? Ces femmes qui sollicitent la microfinance arrivent-elles à en profiter et à améliorer leur situation? Voilà autant de questions que suscite la microfinance et qu'il faille y remédier pour améliorer les conditions de vie de la ménagère. Merci beaucoup Sandra Fadei et c'est avec cette chronique que nous mettons en terme à la deuxième partie informative de Tonique Matinale. Mais avant de partir, on rappelle tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette page. Le journal. Le journal a été présenté par moi-même, Tatiana Honda. La page Afrique était l'œuvre de Michel Delaoko. La page sportive, quant à elle, nous a été présentée par Jonathan Adensi. La revue de titres était l'œuvre de Ulrich Kossi. L'invité était reçu par Jean-Luc Dagan. La chronique, quant à elle, nous était servie sur un plat d'argent ce matin par Sandra Fadei, chef desk économie au niveau de la rédaction 2AE. Et comme débatteurs, on avait Sandra Fadei et Emmanuel Ojo sous la modération de Jean-Luc Gadji. Chef d'édition, Philippe Béanzin. Merci, c'est la fin de cette seconde partie.